which is totally different way, because designing with concept, designing with the philosophy, like there is no context, and even if there is a context, they try to limit our eyes of an architect to just see the visible. So when I start working with whatever is here, wherever the invisible, the ground, the nature, I start feeling like the design is responding more, first. Second, I find myself co-designing. That human, we are not the center. But when we work with the regenerative, we work with the invisible. That means the ground matter, the biodiversity matter. In the design, you don't include the lifestyle, the culture, all those, and you just build a final is aesthetically and visually beautiful, but then you don't engage with the people, with their culture, with their need. Holistic farming and ecotourism is a little bit a new concept all over the world. So there is mini farms blooming in many countries, but here in climate change, in extreme condition, we can really help to understand which kind of crops and how we can manage more and more the resources, and also to see the resilience of some plants. We are building our seed bank, so I think this will be one of the things we can help in the region, and also all the compost we are developing, the microorganism adapted to the soil here. It's also will bring another kind of farming and how we can regenerate the ecosystem. Ahlan, salam alaikum, bonjour. Bonjour madame. L'architecte, l'honorable architecte Soumia Masmoudi. Alors, comme d'habitude, mes habitudes de faire des interviews avec des architectes algériens et d'autres nationalités, architectes, philosophes, écrivains, tout ce qui est création, tout ce qui est science. Alors, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer en ligne, à travers mes vidéos sur YouTube, Madame Soumia Masmoudi, qui est architecte, qui a exercé dans plusieurs pays. Elle est algérienne. Alors, enchanté, madame. Enchanté, monsieur Mansouri. Enchanté. Alors, madame, est-ce que vous pouvez... j'ai bien aimé, puisque vous m'avez envoyé votre website. J'ai adoré vos travaux. Et je respecte les gens qui pensent, et je respecte plus les gens qui pensent, qui exercent. C'est bravo madame. Je suis pas, comment dirais-je, je ne fais pas la différenciation entre hommes et femmes architectes. Alors, je pense que les femmes sont très créatives même. Okay. Alors madame, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Oui. Je suis Soumia Masmoudi, donc architecte, urbaniste. J'ai étudié à l'EPO, donc ça c'était la première école. Et puis après j'ai été en France, j'ai fait un HMOMP, ce qu'on appelait à l'époque.
et aussi une maîtrise d'œuvre pour pouvoir ouvrir à mon nom. Oui. Donc, en 2010, j'ai travaillé dans plusieurs bureaux en France et en 2010, j'ai ouvert ma petite boîte. Voilà. Ouais. Et depuis, je pense, avec la discussion, on va comprendre un peu mieux mon parcours et le pourquoi des choses. Voilà. Oui, madame, juste pour les gens qui vont voir cette vidéo, puisque la terminologie, j'ai remarqué qu'en France, la terminologie relative aux formations, ça change avec tout le temps. Alors, pour ma génération, c'était pour les gens qui veulent exercer, il fallait qu'ils fassent le DPLG. Voilà. Et maintenant, je pense que le nom a changé à HMOMP, donc c'est pardon, là je vais plus vous le donner et vous allez peut-être le mettre au niveau de la vidéo. C'est la DPLG, c'est ça? Oui, c'est la même chose que le DPLG. Ah, okay. Oui, okay. C'est la même chose. Donc ils ont transformé les noms pareils des écoles à l'INSEE, donc Institut National d'Architecture, et aussi pour les noms c'était plus les DPLG. À mon époque c'était l'année où ils l'avaient changé en HMOMP. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? J'ai remarqué que dans les pays anglo-saxons, ou même en Asie, ça change, ça prend du temps pour changer la terminologie, les diplômes et tout. Mais en France, chaque 10 ans, chaque 5 ans, c'est comme en Algérie aussi. Hein, et c'est un peu c'est ça, l'administratif, lourd. Ah. Je pense qu'on a pris de ça, on le voit dans les pays francophones, où les colonies, ils ont un même système bureaucratique que la France, alors que les Anglais, les anglo-saxons, les pays anglophones, ils sont beaucoup plus rapides. L'administratif, c'est pas celui il n'est pas lourd, très efficace. Et ça, je pense, ça joue énormément, même au niveau de la formation et de la pratique. Ils ont un autre rapport, un autre type de ratio entre théorie et pratique. Théorie et pratique. Cela n'empêche que la formation d'architecture, en architecture en France, elle est à respecter, quoi. Alors, madame, est-ce que vous avez exercé en Algérie ou pas? Avant de partir. Ah, ok. J'ai participé avec des confrères, maintenant dans le consulting et tout, mais à distance. Non, avant de partir. Oui. Avant de partir, non. C'est-à-dire, c'est pour suivre votre cursus, ma Paul. Et puis, vous êtes parti en France en quelle année? En 2005. Voilà, la promo de 2005. Mais j'ai envie de dire, on était peut-être plus de 70% à partir de la promo. La promotion. De l'épo, exactement. Donc, je me souviens, il restait un petit groupe en Algérie. En tout cas, à mon époque. J'ai remarqué ça puisque quand j'ai commencé à enseigner en Algérie, j'ai enseigné à Béjaïa. À Béjaïa, la plupart des étudiants partent en France. 2 ou 3 sont partis au Canada, au Québec. Mais par rapport à l'Est, ça part moins en France. Oui, de l'Est. L'Ouest, je ne sais pas. Alors, madame, et vous avez fait quoi comme spécialité en France? En France, c'était l'architecture méditerranéenne. Donc, je me souviens, on avait des projets
au niveau de la Méditerranée. Donc, j'avais 7 ateliers, j'avais choisi. Donc, on avait le Maroc, la Tunisie, et puis les villes côtières comme Marseille, Toulon. Voilà. Donc, je me suis dit à l'époque, je croyais à l'histoire de l'identité, donc je me suis dit ça m'apporterait quelque chose. Mais après, avec le parcours, j'ai compris plein de choses. Cette fausse route de l'architecture identitaire, où on pense qu'une architecture identitaire, elle se limite à la forme, et c'est pas où on remet un peu en question l'enseignement occidental qui nous a été inculqué. Oui. Donc, moi, je m'estime heureuse d'avoir étudié en Algérie parce que c'est là où j'ai connu l'architecture vernaculaire. On a une chance énorme. Si les écoles mettent vraiment à cœur à faire connaître aux étudiants l'invisible culturel, on va au-delà de ce que un architecte qui est dans la forme, qui est cartésien, qui ne croit pas au sacré. Moi, en France, j'ai suffoqué, pour vous dire. Après, c'est vrai que c'est une très bonne formation, on travaille la matière, on a des chances, ils ont un peu plus de budget, mais je trouvais que c'est pas de ces écoles-là que j'ai appris le plus. C'est pas ce qui m'a servi le plus. Le diplôme, oui, parce qu'il est reconnu à l'international. C'est pas avec mon diplôme de l'EPO que je travaillais. C'était avec mon diplôme européen. Mais en termes de connaissances, en termes de savoir et quand on va dans ce qui est deep, donc ce qui est profond, en termes de démarche, je me retrouve plus avec les confrères et architectes orientaux. Et c'est pour ça que je sais que vous allez me comprendre, parce que vous avez connu et travaillé avec eux. Et vous savez que tout est dans le meaning. Le sens. Exactly. Par exemple, pareil, quand on travaille avec des architectes pakistanais ou des architectes qui travaillent avec l'architecture sacrée, ou quand on a, par exemple, connu, j'ai eu la chance de connaître un des disciples de Hassan Fathi, master, on l'appelle Abdoulah Wakil. Abdoulah Wakil, c'est un grand. Mon Dieu. I said I want to work on the mosques, and he laughed. He said we only give it to third grade architects who have no work as a charity. I said that's why I want to do the mosque. A mosque is not to be done by a third-rate architect. No, they are a nightmare. These buildings, they are inhuman because you cannot have a flat on a 20, 30 floor and have a link with the garden below. It's not based on individuals living, but on a mass that is sort of undifferentiated. And the worst thing is that these apartments cannot expand. That the crafts were designed to raise the spirituality of the worker. He wasn't working just to get his daily pay, no. He was working because he would be proud of his production. And with psychology and our modern knowledge of science, we know that working with the hands, because the most beautiful thing in a human being is the hands. When you see a Rubinstein playing the piano and his fingers moving, it's not from here. There is intelligence in the fingers. You can't play a piano like this just by looking at the notes. He played like this, Arthur Rubinstein. You see him, he's closing his eyes, playing like that. It's coming out from his hands. شوف العمارات القديمة كل واحدة تختلف.
المباني كلها ماشيه. انا مصور زي ريجنت بارك في لندن كله ماشي، كل عماره فيها شباك يختلف، السقف يختلف بتاع، لكن كله ماشي ان هارموني غير المهب بالكونكريت ده هو اللي على الجنب. Lui, il remet les choses dans l'ordre pour vous dire, si tu reconnais pas le divin dans ton œuvre, c'est pas peine de faire de l'architecture. Si tu fais de l'architecture pour que tu te fasses connaître pour ton nom, l'architecture de l'ego, ce qu'il appelle. Et quand moi, ça me parlait. Pareil, quand on travaille avec, où on voit les œuvres des architectes japonais, où on échange avec eux, et ils sont dans la spiritualité, dans un autre niveau de conception. Et ça, on l'avait. Je pense on l'a dans notre culture. Mais on le suffoque parce qu'on devient intellectuel. Et c'est Tadawando qui a dit la beauté n'est pas intellectuelle. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça, si on reste dans l'Occident comme référence, on suffoque à un certain moment parce qu'on n'a pas nos repères. Et c'est là où on retrouve l'identité. C'est à ce niveau-là que... Voilà. C'est comme vous l'avez dit. L'avantage de M. Abdou Al-Louaki, c'est que c'est l'ancienne école. Il avait fait, soi-disant, l'école des beaux-arts, même en Égypte. C'est-à-dire, il avait appris le sens de l'ordre, de la composition. Et puis, quand il avait rencontré Hassan Fethi, c'est lui qui l'a aidé à changer son point de vue. Et sa position, quoi. Et quand je suis parti au Japon, moi aussi, je pensais que c'était formel. Je lisais les écrits de Charles Jenks sur l'architecture japonaise. Puis, j'ai réalisé que l'architecture, vraiment, elle est trop profonde. C'est pas le perçu, c'est le senti, c'est comme les gens, que ce soit les utilisateurs et l'architecte, ils pensent la même chose. Cette symbiose. Et il ne s'agit pas juste de concevoir, mais de sentir et de vivre l'œuvre en concevant. Et normalement, c'est à vous de parler, c'est à moi, ce n'est pas à moi. Non, au contraire, c'est intéressant aussi de voir que parce qu'on a vu autre chose, on peut être aligné. Et on peut porter les discours à un autre niveau. Et c'est pour ça rassure, parce que ça demande à connaître le terrain, à se connaître soi-même. On est basé sur nos valeurs. On ne va pas se dire « Ah oui, mais moi, je n'ai pas la même chose que la France ». On n'a qu'à regarder le Mexique, les architectes mexicains. Ils sont talentueux. Moi, c'est des architectes qui m'inspirent. Mais pareil, ils sont dans la culture et ils sont dans un autre côté d'invisible, de pratique, d'art, de spirituel, mais qui fait l'authenticité. C'est là qu'on va aller la chercher. Je vais pas aller la chercher dans l'arcade ou dans le minaret. C'est pas ça qui fait qu'on a une identité. Bien sûr. Et c'est ce que je reproche. Oui, en novembre, au mois d'octobre, j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des professeurs, mais des Mexicains. Aux États-Unis, j'ai discuté avec lui, j'ai senti qu'il est profond, le monsieur. C'est-à-dire, il sait de quoi il est en train de parler. Comparant à d'autres architectes américains, même, oui. C'est-à-dire, ils ont cette touche qui n'est pas occidentale et occidentale à la fois. Ils voient les choses autrement. Ce que je reproche aussi, ce que je reproche aux architectes en Algérie, c'est leur architecture de logiciel. Parce qu'ici, des gens qu'on considère célèbres, mais il faut que... Déjà, ils ne dessinent pas, c'est le micro qui fait tout. C'est-à-dire c'est du formel, qui quand on réalise ces œuvres, ces travaux, ce n'est pas une œuvre, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a pas la profondeur. La profondeur, on a besoin de voyager, mais on a besoin de temps. Exact. Et même pas... Oui, et quand on dit de voyager, peut-être... On n'a pas tous la chance de voyager, mais moi j'ai vu, comme vous dites, l'architecture du logiciel. Quand on était à l'école, même dans la pratique, moi j'ai mis du temps à utiliser le logiciel. Je suis très manuelle, j'aime bien dessiner, j'aime bien prendre le temps. On dit un architecte, il fait un slow work. C'est pour ça qu'on vient nous voir, parce que nous, on arrive à ralentir et à, comme vous disiez, à mettre nos sens pour créer la meilleure des expériences pour l'usager. Et pour le faire, il faut vraiment ralentir. Ça veut dire être dans le mindfulness, ce qu'ils appellent le mindfulness.
Mais on est à un autre niveau. Tu arrives à un autre niveau de... Khalas, tu penses plus. Si tu construis de là, comme vous dites, face à un écran, ben ça fait une architecture à l'échelle de ton mental, ce que je trouve très dangereux. Oui, exactement. Si je commence à juste mettre des idées et à envahir le monde avec mon mental, alors que on est là pour vraiment clarifier, digérer les idées, on est là pour comprendre l'environnement, comprendre ses problématiques et commencer à créer de là. D'ailleurs, le mot design, c'est donner la forme à l'invisible. C'est ça son origine, l'origine du mot. Et quand on sait que là, ça veut dire j'ai une responsabilité, je peux pas prendre n'importe quoi. Et puis on le voit dans les discours. Hein. J'entendais certains architectes et certains Algériens architectes. C'est très occidental. Moi, l'architecture monumentale ou à la Jean Nouvel, ok, elle a peut-être sa place, mais c'est une architecture qui demande énormément de logiciels et de maintenance. Et de est-ce qu'elle est intelligente cette architecture qui est énergivore? Ben non. Pourquoi moi je la prends comme référence? Elle ne me parle pas. Ben il y a de tout pour faire un monde. On n'est pas en train de dire je rejette. Non, ça a peut-être sa place. Mais moi, en tant qu'Algérien, elle ne me parle pas et elle ne répond pas à un besoin, un problème de société aujourd'hui. Et on arrive à une médiocrité sans tomber dans le jugement. On arrive à accepter, à faire des choses qui sont ridicules, qui sont pas à la hauteur de notre divin, de notre créateur, qui sont pas à la hauteur de ce qu'on est. Enfin, on est quand même, on a d'autres références qu'on néglige. Juste parce que j'ai regardé le magazine, je sais pas, il y a des magazines que je regarde même pas tellement, c'est stérile, c'est ennuyeux, ça devient même pas intéressant ou inspirant. Parce que c'est l'inspiration aussi qui prend. Moi, des fois, c'est quand l'inspiration, elle vient pas, ben je marche, je sors, je fais tout sauf de l'architecture dans mon studio. Je sors, je fais autre chose. Je dessine, je peins, je sais pas, j'écoute de la musique, et parce que l'inspiration, ça veut dire l'idée, elle t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as compris quelque chose, tu as fait un effort, tu as fait un vide pour mériter que l'idée, elle soit claire pour toi et que tu puisses produire à ce moment-là. Et c'est là où on arrive vraiment à se positionner en tant qu'architecte, là où on se met, tu me mets avec n'importe qui, c'est pas parce que je suis bien ou je suis meilleure, mais c'est parce que j'ai développé une certaine universalité qui pourrait répondre à un problème. C'est pas moi qui est au centre, c'est pas mon ego qui va construire. On s'en fout de Soumia, ce qu'elle construit. Je suis pas là à mettre en avant mon travail ou quoi, mais au moins que quand je pars, j'aurais au moins contribué à créer quelque chose de positif, contribuer à créer de la valeur, des values. Pas morale, hein. Je parle de voilà, c'est juste pour donner de l'espoir aux architectes algériens pour pas qu'ils se disent non, dans ton coin, qu'est-ce que tu pourrais faire? Même le faire gratuitement au début. On a des étudiants on parlait de Hassan Fathi. Combien d'années travailler gratuitement, des fois jusqu'à 10 ans. Il y a des interviews des élèves de Hassan Fathi ou même Abdelwahid Ouakil, quand il me disait pendant 5 ans, et puis il est dur dans sa manière, tu sais, les maîtres orientaux, comme les Japonais, comme les Chinois et tout, quand on travaille avec un maître, c'est pareil. Il était très dur mais il leur apprenait à créer de la valeur, pas de copier. Quand on copie un maître, on copie la nature ou on copie quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine conscience. Mais pour copier la médiocrité, on va où? On vit une crise. Je parle de ça souvent, presque ça souvent, mais personne ne semble vouloir me comprendre. Mais de toute façon, avant de partir, ils vont dire ou bien réaliser ce qu'on pense. Alors, madame, c'est un discours très profond. Ça mérite une autre vidéo. Hein. Déjà, je vais vous réserver pour une deuxième vidéo, puisque je ne m'attendais pas à cette profondeur, madame. Je suis surpris. Alors, madame, sans tarder, c'est-à-dire,
vous parlez toujours dans votre website, c'est sur la permaculture. What is permaculture? In a nutshell, permaculture is nature-inspired design. It's about planning or doing something with a specific goal, guided by how nature works. For example, planting a garden in a way that takes inspiration from the multiple plant layers found in forests in order for you to maximize space efficiently. Permaculture, coined by co-founder Bill Mollison, is a combination of the words permanent and agriculture. Permaculture was a concept that Bill Mollison and I worked on in the 70s. Today we call sustainability. It was based on a simple question related to the design of agriculture. If most of nature is dominated by perennial plants, trees and other long-lived plants, why is our agriculture dominated by annual crops? Why doesn't it follow the design rules of nature? La permaculture, c'est un terme très vague, c'est presque une philosophie de vie, quoi, en fait. Nous, ici, on préfère dire qu'on travaille en maraîchage sur sol vivant et en agroécologie. Ça veut dire qu'on va faire très attention à notre sol et à sa fertilité, que notre sol va être toujours couvert, qu'on va toujours faire attention à ce que les éléments qui composent la vie du sol soient nourris, les champignons, les bactéries, les vers de terre. Et ça fait qu'en fait on investit dans notre sol. Tous les ans, notre sol devient de plus en plus fertile et on va cultiver donc en osmose un peu avec les arbres fruitiers qu'on va intégrer un peu partout entre les cultures, entre les différentes parcelles de culture pour créer de la vie, enrichir le sol, accueillir des oiseaux par exemple qui vont être bien dans les arbres, manger un peu les fruits et puis à la fois manger les vers. Et la manière dont on pense le système, c'est qu'on essaye de faire en sorte que tout ça s'intègre et puisse vivre ensemble. La permaculture, c'est quoi la permaculture? Oui. Alors, je vais raconter ma rencontre avec la permaculture parce que ça s'est pas fait comme ça. En fait, on a avec ma famille, donc on a vécu dans les endroits les plus riches comme les plus pauvres, mais avec une spécificité. En France? Non, à l'étranger. Donc, notre première expatriation était à l'Himalaya. Donc, c'est un pays qui s'appelle le Bhoutan. Un pays qui est un tout petit pays, un des pays les plus pauvres. On dit qu'ils n'ont pas de PIB, mais ils ont le facteur du bonheur. C'est comme ça qu'ils mesurent leur économie. Donc, ils protègent leur écologie. D'ailleurs, ils ont un type de tourisme très restreint, écologique, qui se fait que dans 2 mois dans l'année. Et ce pays, donc j'étais en plein congé de maternité, on va dire, mais je continuais à faire des concours et tout pour pas lever le pied. Comme je vous ai dit, j'ai jamais levé le pied de l'architecture. Et je me rappelle, mais je partais marcher donc avec et je voyais, là-bas, c'est les femmes qui construisent. Elles font avec du pisé, avec le pisé et tout. Donc, vous avez les hommes. La femme, là-bas, elle est très émancipée. Donc, elle construit, elle tient les champs, elle a des business. Donc, elle est très, très émancipée au niveau... donc, c'est un système matriarcal. Et donc, du coup, donc j'allais dans les champs, donc c'est un peu une culture ils n'ont pas beaucoup d'étrangers. Et donc, du coup, c'est un peu la culture du village. C'est pas facile de se faire des amis ou connaître. Donc, je pouvais aller travailler dans les champs ou bien voir comment ils faisaient Et puis après, donc, on a atterri dans des villes un peu plus denses comme Bangkok. Donc, on est resté presque 1 an. Et là, je voyais un peu, c'était trop rapide, très rapide, très... Et puis bon, à Ho Chi Minh, j'ai décidé de commencer à exercer. Et à ce moment-là, je commençais à voir beaucoup d'architectes donc vietnamiens qui venaient me voir pour des projets de tours, des projets très modernes, high-tech et tout, pour aller les présenter. Parce que quand tu as un diplôme français et tout, pour les banques, ils auront beaucoup plus de chance. Enfin, j'imagine que c'est un peu le même problème qu'en Algérie. On valorise l'étranger plutôt que le local.
Donc ça, c'est, je pense, les séquelles un peu du communisme et autre chose. Et donc, à un certain moment, enfin, il y a quelque chose, on habitait une tour, donc je pouvais voir la ville de Saigon, je pouvais voir les tours, il y avait un étage je crois toutes les semaines, il y avait un étage, donc j'avais des champignons qui poussaient, donc on était en 20e étage, donc je voyais la ville évoluer, mais à vue d'œil. Et puis quand il y a la saison des pluies, on nage. Ça veut dire que l'eau... et je me disais, enfin, j'ai réalisé le désastre de notre métier quand on ne connaît pas l'environnement. Et donc, il y avait une remise en question de me dire, en quoi, enfin, est-ce que je veux participer à ça? Vraiment, sincèrement, honnêtement. Et franchement, je le dis, c'était pas un choix que j'avais. Je pouvais plus, c'était la page blanche, vraiment. Je sais pas, c'était quelque chose qui bloquait. J'ai fait un blocage sur, je veux pas contribuer à ça. Je sais pas, je vais tourner, je vais faire un autre métier, mais pour être lié à ça, je veux pas. Je comprends. Mettre mon nom, quelque chose comme ça, non. Donc, je commençais à refuser, même si c'est toujours friand quand on vous ramène des projets et tout, de se dire, ok, je vais gagner ma vie. C'était plus le cas. Je n'arrivais plus. Et là, je me rappelle, j'apprenais des cours d'anglais. Et donc, on nous faisait parler de ce qu'on veut faire et tout. Et il y a cette phrase qui m'est arrivée, design to care. C'était clair, c'est ce que je veux faire. J'ai dit, waouh! Et j'ai commencé à regarder le mot care en anglais j'ai commencé à faire toute une recherche autour et tout, et je suis tombée sur la permaculture. Le jour même, je me suis enregistrée à une formation. J'en ai fait plein de formations de permaculture en système méditerranéen. J'allais en Thaïlande, dans les fermes et tout, pour un peu comprendre. Parce que c'est un système, enfin, c'est une formation, elle est liée à la productivité et tout, mais moi, en tant qu'architecte, ce qui m'intéressait, c'était ce côté de caring. En français, je trouve qu'en français, c'est très de prendre soin, mais on rentre dans le médical. Non, c'est pas du tout ça. C'est caring, ça veut dire qu'on dit, d'ailleurs, il y a un architecte dont j'ai oublié le nom, qui est des pays du Nord européen, qui dit careless architecture. Careless architecture. It's the poorest architecture. Careless ça veut dire quand tu fais de l'architecture qui rend malade, il y a un problème. Careless, c'est beaucoup plus, ça tend vers l'égoïsme, ça tend vers le matérialisme. Exact. Une architecture, elle doit prendre soin de ton bien-être, de ta psychologie, Et là, entre parenthèses, madame, et la crise est encore pire en Algérie, hein, puisqu'elle n'est pas seulement careless, elle est peut-être dangereuse, voilà. Oui, exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a les outils entre les mains. Parce que la première des choses qu'on apprend en permaculture, c'est de dire « the problem is the solution ». Donc, tu es déjà, si tu as un problème, c'est-à-dire que c'est ce problème-là qui est la solution pour toi. Et là, tu switches complètement. C'est pas, il y a les problèmes et tout. Au contraire, c'est, ok, ces problèmes, en fait, c'est un potentiel qui n'est pas utilisé. C'est pour ça, en permaculture, on apprend le compost. Moi, j'ai composté pendant des années et le compost, il est initiatique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand on commence à avoir un parcours initiatique en tant qu'architecte. Pas de se dire, ok, Anna, il faut que je fasse des plans, des maisons. Non, non. C'est un parcours d'un humain qui est en devenir, qui crée de la valeur et qui va apporter une solution à la société. Tu n'es pas un architecte juste parce que tu dois être payé, tu reçois de l'argent. Et en fait, j'ai commencé, après, en découvrant la permaculture, à faire beaucoup de travail avec les communautés qui jardinent. Parce que c'est dans le jardin que tout se passe. Mais en fait, j'ai été complètement... Ça veut dire que c'était peut-être, je vais dire, une période qui a duré même 1 an
un an de se dire j'oublie l'architecture. Je vais pas je vais pas faire partie Madame, du problème. Une question. Est-ce que entre le landscape architecture, l'architecture paysagère, du paysage, et la permaculture, est-ce que c'est la même chose? Pour les gens, pour qu'ils comprennent. Ou bien il y a une connectedness? Ah oui, voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est que la permaculture, qui veut dire culture permanente, ça veut dire on cultive tout le temps, ça veut dire que tout est edible, comestible autour de nous. C'est un peu, on remet l'être humain à son écosystème, qui est au milieu de la nature. C'est juste ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où je suis, je dois minimum avoir un jardin pour cultiver ma nourriture et tout. Après, l'autosuffisance, c'est l'ultimate goal. Mais c'est pas, ben voilà, c'est pareil. Quand on crée un jardin en permaculture, on a en objectif la forêt. Ça veut dire l'autorégulation. Et là, on est dans le zéro maintenance. Là, on est dans un design intelligent. Ça veut dire effortless. Il ne demande pas de l'effort. Parce que si on a une architecture qui demande de l'effort, de l'argent et de la maintenance, c'est pas une architecture intelligente. Et on n'a rien compris à l'architecture. Si notre architecture, elle demande et elle exige plus d'argent que ce que le peuple pourrait offrir. Et ça, c'est l'architecture. Enfin, c'est un autre type, le capitalisme et tout. On va pas parler de ça là ici. Mais pour dire, en permaculture, que tu sois éducateur, parent, architecte, urbaniste, je sais pas, un maître ou un médecin, tu vas trouver refuge parce que il y aura des facteurs que tu vas développer plus que d'autres. On parle de une fleur qui est en ascension. Ça veut dire que moi, j'ai commencé par le jardin pour vraiment atterrir en tant qu'architecte dans le design et le landscaping. Et du coup, le building, il fait partie d'un écosystème. Je ne peux pas construire une maison ou un lieu où je considère pas l'écosystème. Je considère pas les eaux grises, qui sont une ressource dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Je recycle et je remets à la nature et je fais utiliser cette eau pour mon jardin. Donc, il y a tout un écosystème. On travaille avec les ombres. Donc, il y a des plantes et des arbres qui vont nous aider pour créer de la bioclimatique. Et en fait, c'est tout un écosystème où on comprend la nature, mais on appelle ça le systemic thinking. Donc, on est dans une systématique, on est dans un biolab, donc un truc vivant, et le building, il respire, il a des déchets, il a des potentiels, il crée de la valeur, et donc il devient vivant. Et c'est là où c'est intéressant pour moi d'exercer en tant qu'architecte, parce que du coup, le jardin, il a une autre valeur que celle de l'esthétique. Ça veut dire on vient et le landscaper, il vient vers la fin. Ben non, en permaculture, le jardin, il fait déjà partie de la conception. Parce qu'il a un rôle à jouer, un rôle tant fonctionnel que esthétique, que, bon, on parle de la biophilie aujourd'hui. Donc, quand on parle de biophilie, on va aller chercher les textures naturelles, on va aller chercher les jardins, on va aller chercher les sons, les bruits, enfin le côté sensoriel qu'on a dans la nature naturellement. Et pourtant, la nature, elle déploie un minimum d'efforts. Donc, moi, on va dire dans ma démarche, donc définitive là aujourd'hui, comment j'utilise la permaculture, j'appelle ça le regenerate by design. Ça veut dire que la permaculture, elle m'a aidé pour pouvoir, travailler les sols pour que déjà co-créer avec la nature. Donc après, t'as une beauté quand tu commences à travailler avec la nature, c'est-à-dire ton jardin, il devient, avec le concept de ensauvageant la ville, wildness. Donc du coup, on va voir que les oiseaux vont commencer à contribuer à nous ramener des graines, des plantes qu'on n'a pas dans la zone. Ça devient sensoriel alors que toi, t'as rien fait, t'as juste préparé ton terrain, planté peut-être 1 ou 2 arbres et puis le reste, il s'est fait tout seul. Et c'est pour moi, là, je suis contente parce que j'arrive un peu à toucher du doigt quelque chose
que je me dis, ben, peut-être nos ancêtres avaient, et c'est là où ça me révolte un peu de voir que notre histoire, on l'a réduit au colonialisme, alors que pourtant, nous, on a fait, on a quand même fait l'Andalousie, on avait un savoir en tant que Numidiens, en termes d'agriculture, on faisait le blé 2 fois par an. Le meilleur blé, il était méditerranéen, mais de l'Algérie, de notre terre. Ah oui. Il y a pas un savoir qui est pareil. Là, je reviens. Pardon, hein. Non, il n'était pas marocain, il était algérien, il était en Algérie. Alors, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Puisqu'on a tendance à refaire. Non, c'est pas le peuple marocain, je le respecte. Le problème, c'est qu'il y a une tendance maintenant à effacer toute l'histoire de l'Algérie, de la Numidie, puisque la Numidie, c'était, je pense, la Libye jusqu'en Algérie. On ne peut pas effacer une histoire comme ça. Il faut juste dire les vérités. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et activer notre héritage. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ça ce que je vous disais, me connaître. Parce que l'autre, moi, quand j'ai connu le japonais, et j'ai admiré son travail et tout, mais parce qu'il y avait un miroir qui me disait, voilà ce que tu peux faire quand tu reconnais tes ancêtres. Ouais. Voilà ce que tu peux faire quand tu vas aller chercher, piocher dans ton ADN, dans ton comment on appelle ça, capital génétique. Ouais. Et en fait, ce qu'on raconte pas dans l'histoire. Bon, après, on a des enfants et tout. Moi, j'ai pas envie de raconter l'histoire de colonialisme à mon fils et faire ça. Non, je lui ai même pas raconté ça. Il a découvert au Sénégal. Mais par contre, de lui raconter à la Numidienne, oui, je suis friande de savoir, ok, en termes de savoir-faire. Et pour vous dire, même la langue arabe, moi, quand j'ai étudié, même en Algérie et tout, les arabophones et les francophones. Oui. Exact. Les francophones, donc, disaient la langue des bougnoules sur l'arabe. C'est honteux. Et donc, j'ai mis exactement. Et tu sais, le bougnoul, c'est en Afrique, en tout cas au Sénégal, c'est en Wolof et ça veut dire noir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant ça, ça veut dire que j'ai mis peut-être plus de 20 ans de ma vie, plus de 30 ans, à ignorer une langue qui est très riche. Parce que moi, quand je travaillais le compost et tout, c'était au Qatar, j'étais dans un climat aride, donc il me fallait des ressources. Je lisais l'Ishbili et tout, qui sont d'Andalousie, avec un arabe très ancien. Du coup, j'ai fait tout un travail d'étymologie. Même si on prend le Coran et on va travailler l'étymologie, on va comprendre la durabilité, sustainabilité et tout autrement. La sustainabilité pour un musulman, c'est pas la même pour un bouddhiste, c'est pas la même pour un chrétien, c'est pas la même parce que on a des climats et on a des choses culturelles. Il y a aussi, il y a un côté aussi spirituel. L'ifsad fil ard, c'est écrit dans le Coran. Je ne suis pas en train de mener un discours religieux. Non, mais il faut être pratique. L'ifsad fil ard, c'est quoi? C'est-à-dire tu fais mal à la terre. Tu fais du mal aux gens et à la terre. C'est-à-dire, quand on construit une architecture qui peut faire du mal à la terre et aux gens, psychologiquement, physiquement, chimiquement, et ça fait partie de l'ifsad fil ard. Et on sera jugé pas pour ça, divinement parlant. Voilà. Ouais, et on va dire plus loin que ça. Quand tu vois, par exemple, dans les lectures du Coran, on avait fait quelques recherches pour le jardin coranique et c'est pour ça en fait je me suis intéressée un peu à l'étymologie mais en termes religieux pour me dire ok mais en islam qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'étymologie. Je vous l'ai dit d'ailleurs, je vous ai dit j'ai commencé à dire l'ard, à écrire les mots qui sont liés l'ard, nafs, al-nafs radiya, al-rawda et al-ridwan. Que Rabbi yarda anina wa hna nardaw alayh. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à cet acte de Redouane, mais juste il faut le comprendre.
Et là où c'est intéressant, parce qu'une religion qui n'est pas pratique, qui ne m'aide pas dans ma vie pratique, qui ne m'aide pas même on parle de l'itqan, tiqniya, et puis quand tu vois comment la technique, elle peut devenir une pratique religieuse, ça m'intéresse. Là, je vais t'écouter et je vais m'appliquer, parce que pour moi, un travail, c'est une prière. C'est pas les 5 fois par jour, c'est pas, ou balak tasbih, ou balak, mais je ne sais pas, mais je sais que je serai jugée sur ce que j'apporte, mais comment je l'apporte. Ouais. Et c'est là où on déploie encore un autre fil qu'on n'utilise pas. C'est la séparation entre religion et vie pratique. Mu'amala ou l'akhlaq. C'est ce qu'on vit en Algérie. C'est la crise qu'on vit en Algérie, c'est-à-dire les gens, ils sont pas des gens qui le look il est religieux, mais ils sont laïcs en comportement. C'est-à-dire, séparer la prière de comportement quotidien, quoi. Exactement. Alors, madame, pour ne pas, puisque parfois on a besoin de 2 ou 3 vidéos pour eux. Alors, je vous ai prévenu. Pas de problème. Alors, madame, je suis là pour ça, pour diriger la discussion. Alors, parlez-nous de votre expérience au Qatar, puis surtout, ce qui m'intéresse, vous avez parlé du Vietnam. Après le Vietnam, il y a le Qatar, et maintenant vous habitez, vous êtes au Sénégal. Vous pratiquez au Sénégal. Au Qatar, c'était comment? Pourquoi vous avez décidé de partir au Qatar après le Vietnam? Oui, ça c'est un projet familial. Bon, après on essaye un peu d'alterner. Si on choisit par rapport aussi à la vie familiale, quand l'enfant, au Qatar, il y a certains, même s'il y a des bonnes écoles et tout, mais la nature nous manquait quand même. Donc ça c'était une décision, commune, de se dire on va visiter, on va pas choisir que le côté professionnel, on va bien sûr suivre les opportunités. Vous avez pratiqué au Qatar? On va aussi. Est-ce que vous avez pratiqué au Qatar? Vous avez fait des projets au Qatar? Oui. Ah, ok. Oui, j'ai pratiqué au Qatar. Quel genre de projet? J'ai fait. Alors au Qatar, c'était plus en termes de landscaping, donc des projets de fermes, d'éco-fermes, d'écotourisme. J'ai été longtemps d'ailleurs dans l'écotourisme, c'est ce que je faisais pareil au Vietnam. Dans la permaculture, donc j'ai des projets qui sont de l'ordre de 3 hectares, 5 hectares, enfin c'est des grands projets où on crée tout un modèle de projet qui reçoit des étudiants, des visiteurs, des scientifiques. Donc c'était ça le projet au Qatar, parce que quand on a fait appel à mes services, c'était en tant que permacultrice, donc on était 2. Il y avait un Tunisien, ingénieur, et puis moi qui étais architecte. Et c'est là où je vous dis, en tant que permaculteur, tu peux déployer les cartes de ton métier, et c'est là que tu vois le niveau. Par exemple, l'ingénieur, il était très ingénieux dans sa manière d'appréhender la permaculture, et il utilisait les lois de la vie, donc mais en tant qu'ingénieur, on le sentait dans sa manière de penser et tout. Donc, on collaborait et on avait même travaillé sur un même projet. Donc, un monsieur que je salue et qui avait vraiment, côté technique, il avait un savoir, il travaillait sur la banque des graines, le compost, il avait quand même. Et moi, il était ingénieur en quoi? Il était ingénieur, si je dis pas n'importe quoi, mécanique, je crois. Ah, mécanique. En mécanique. Et en fait, moi, quand ils ont fait appel à moi, c'était pour des ateliers.
en permaculture. Donc, il y avait une demande. Au Qatar, il y a une demande extraordinaire en termes de durabilité. Donc, le système de sustainability était très, très... il y avait une demande. Donc, il y avait, par exemple, le beach clean-up qu'on faisait avec même les familles royales et tout. Ils descendaient, ils ont un côté un peu très respectueux. C'est un petit pays, donc il y avait toute une communauté autour de ça. Et moi, en fait, quand on m'a demandé de faire des ateliers, j'avais déjà l'idée du jardin pédagogique. Donc, il faut dire que le propriétaire de la ferme et du concept de la fondation, donc Caravan Earth Foundation, c'est un passionné d'architecture. Donc, c'est un très, très bon ami à Abdelwahid Wakil, professeur Abdelwahid Wakil. Donc, c'est pour ça que le professeur Abdelwahid Wakil était dans la ferme, il venait souvent. Donc, on échangeait beaucoup avec lui. Et moi, à ce moment-là, les architectes collègues venaient d'Égypte ou d'autres pays de Middle East. Mais moi, dans ce projet-là, j'ai pas joué ma carte d'architecte. J'ai joué plutôt le côté landscape permaculture designer. Donc, je ne rentrais pas dans tout ce qui est building et tout parce que une question. Pour la permaculture, vous avez fait de l'auto-formation ou bien vous avez un diplôme? Oui, il y a des formations. Oui, on appelle ça le PDC, donc Permaculture Design Course. Donc en fait, ils ont donc tu as 72 heures que tu dois faire, mais beaucoup de pratique. Donc moi j'ai fait ça avec Joe Floyton. There are so many crises, and the answer to all of these is the way we actually behave and the way we supply our needs. What we have to do is we have to design our way out of this problem. All of these problems, we can design our way out of these problems because it's about aligning our actions to the natural system so that we become the most beneficial element on Earth rather than the most damaging element. And that we can do. Mais après, c'est pas suffisant. Moi, je le dis, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti. Je suis quelqu'un qui me forme énormément. Je suis une éternelle étudiante. Ça me suffisait pas le PDC qu'on avait fait. Il me fallait beaucoup de pratique, une autre vision. Donc j'ai fait un autre en Thaïlande. Et là pareil, c'était un monsieur thaïlandais qui avait une vision de la Thaïlande, enfin de régénérer les rivières et tout, et c'était très beau. Il avait monté tout un projet avec les fermiers et tout, mais en tout cas sa ferme aussi. Et j'avais fait un autre en Méditerranée que j'ai fait en ligne parce que tu as quand même des climats différents, donc des techniques qui sont un peu différentes. Ça, si on est dans la technique, mais après les principes de permaculture restent les mêmes. Mais chaque permaculteur, il va apporter un autre et un nouveau bagage avec lui. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit d'enseigner la permaculture et je l'enseignerai pour des architectes parce que c'est au niveau de design que j'ai pratiqué là aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon premier PDC, je crois, en 2014 et puis le deuxième, c'était en 2017. Et puis, en fait, à chaque fois, il y avait énormément de pratiques, de terrain, d'échanges avec les architectes. C'est bon, quand je suis rentrée dans la peau de permaculteur, avec un bagage d'architecte, il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. Je pouvais voir tout de suite quand on me... C'était avec des yeux de permaculteur que je le regardais. Je ne pouvais pas me dire, ok, je crée le building et après Non, tout de suite, je pourrais vous dire en quoi je pourrais vous apporter des solutions. Et dans l'écotourisme, en termes d'écotourisme, programme Curation for Experienced Clients, ça veut dire comment tu montes tout un programme et un parcours thérapeutique, parcours sensoriel dans une ferme ou dans un jardin. Eh ben ça, je sais pas, j'ai visité une centaine de jardins dans le monde. Et pareil, toujours c'est l'Asie qui l'emporte. Je suis désolée. Même j'ai été dans quelques jardins, peut-être au Maroc, mais ici en Afrique, le jardin il est pas. Enfin, on va dire l'Afrique. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est sauvage. Donc ils ont encore cette chance
Oui, voilà. La vie là, elle est très sauvage. En Afrique, il y a rien. Enfin, l'homme, il n'a pas besoin de parler de nature et tout. Il a juste besoin de la préserver ou d'avoir un minimum d'impact, on va dire. J'ai enlevé ma casquette. Je m'excuse. Alors, la première partie de la vidéo sera avec casquette. La deuxième, non. Alors, continuons concernant en continuité avec votre expérience au Qatar. Parlez-nous du jardin pédagogique à Qatar. C'était quoi comme projet? Jardin pédagogique. Donc oui, je disais, j'ai été, en fait, on m'a sollicité au départ, c'était pour créer des workshops autour de la permaculture, puisqu'il y avait une demande. Et moi, j'avais déjà au préalable l'idée d'un jardin pédagogique qui regroupe un peu toutes les techniques de permaculture, ou au moins les techniques qui pourraient être adaptées au terrain, en utilisant les matériaux locaux. Donc en fait, la ferme de Hinad Salma Farm, elle fait partie du projet de la fondation Caravan Earth Foundation. Et en fait, dans ce projet-là, donc c'est une ferme de 55 hectares. Mais dans ces 55 hectares, il y a différentes parties, l'écologe, partie restaurant, partie production. Et moi, j'ai pris la partie éducation, qui est en lien avec la permaculture. Donc, dans la partie éducation, il y a ce jardin pédagogique. You see in the farm, so we have the crops, the animals, the ecology, the majlis, the library, and the restaurants. You will be discovering the life in the farm, but not only, you will also be testing and maybe sometimes being active, creating your own meal with the kitchen and our chef Oliver. We try also to have the educational aspect, the ecotourism. So in here we are really trying to create a new concept, more holistic. We have several programs, so according to the age, wherever young people or even the teenager and adults. For example, for the young people, we will go through story, inviting them and challenging them to interact with nature, to learn how to observe. Et d'autres qui se répartit en trois différentes parties, on va dire à peu près 2 hectares pour le tout, où j'ai aussi développé tout un programme avec l'équipe autour de la permaculture. Donc on recevait des écoles, je donnais des ateliers tant aux écoles, des fois on travaillait avec des scientifiques, donc on avait beaucoup de recherches et d'études. Et aussi, on travaillait avec l'équipe des agriculteurs qui, eux, s'inspiraient de ce qui marchait dans ce petit jardin. Donc, c'était un peu tout un écosystème. Pareil, l'écosystème, il est tant économique, écologique que esthétique, quoi. Voilà, donc ça, c'était l'expérience du Qatar, tout en sachant, par exemple, j'ai eu la chance en travaillant dans le jardin, pendant mon travail dans ce jardin, on avait la visite de Simon Valette, l'architecte. Et pareil, donc c'était une chance d'échanger pendant une semaine avec lui autour de concepts et tout. Et j'ai vu, pareil, un architecte passionné qui a une démarche écologique, mais aussi il a l'économie circulaire pour faire travailler les gens qui sont dans le besoin. Et ça, c'est une démarche d'architecte. Donc lui, c'est avec ça qu'il commence. Donc il travaille beaucoup avec le bambou, comme il est de Colombie. Mais tu vois que le gars, il est dévoué pour aider les indigènes, pour aider la population à avoir du travail, quoi. Ouais, j'ai remarqué ça, ce que vous avez déjà mentionné avec les Mexicains. J'ai remarqué qu'en Amérique du Sud, les architectes, ils pensent beaucoup plus le social. C'est tout ce qui est circulaire, tout ce qui est tradition, parce que la famille est importante. L'architecte du Chili qui a eu le Pritzker Prize. C'est-à-dire, vraiment, il y a de l'architecture très intéressante en Amérique du Sud. Exactement. Oui. Et ce que vous venez de dire est très important. Par exemple, pour nous, la famille, elle est importante. Donc, on va aller soutenir les valeurs de la société où on vit. Pareil, il y a l'architecte Tatiana Bilbao qui est mexicaine et elle est de renommée mondiale. Mais quand on voit ses projets, ils sont d'une simplicité.
enfin pour une communauté. Ouais. Donc il y a quand même du beau, de l'esthétique, mais voilà, c'est du low cost. Elle apporte une valeur et puis voilà, elle travaille avec les mairies et elle est engagée politiquement. Donc c'est là où on se dit on a un rôle. Une petite remarque, madame, puisque je suis encore, puisque j'ai quitté l'Algérie puis je suis revenu. Ce que j'ai remarqué, c'est en Algérie, tellement l'architecture ici, le monde de l'architecture est trop fermé. Et ça c'est trop opaque et fermé, c'est-à-dire on est encore fait de gens nouvelles et comment dire, Norman Foster, on ne connaît pas ces gens-là, ils ne connaissent pas ces gens-là. Et c'est ça, et c'est grave. Le problème, c'est pas les jeunes seulement, c'est des enseignants d'architecture, c'est le manque de culture architecturale, il empêche toute innovation. Voilà. La culture architecturale n'est pas seulement Charles Jenks, gens nouvelles, ici, c'est autre chose. Et le monde est en train de changer vers tout ce qui est nature, quoi. Ouais. Exact. Madame, alors passons maintenant au Sénégal. Vous vivez actuellement au Sénégal. C'est un très beau pays dans lequel je rêverais un jour d'y vivre. C'est un très beau pays. Inch'Allah, Madriche. Alors, on ne sait jamais. Alors, vous habitez maintenant au Sénégal depuis quand? Depuis 2 ans. Allah Ibarak. Alors, dans la discussion préliminaire, vous avez cité comme projet que vous avez réalisé ou travaillé au Sénégal, c'est Uno, centre de bien-être, Dos, Coulimbary. Vous avez parlé du concept d'Ubuntu. Pour moi, Ubuntu, c'est Linux system, l'informatique, Ubuntu. Alors, parlez-nous un peu du centre de bien-être, puisque le bien-être, c'est notre Oui, alors le Maitri Studio. Donc c'est pour ça là par exemple je venais d'atterrir au Sénégal, donc la première des choses quand on vient dans un pays, c'est de prospecter un peu le terrain, voir le marché, voir les potentiels qu'il y a ou les savoir-faire. Et donc j'arrive, c'était un chantier en réhabilitation, mais il y avait les murs qui n'étaient pas droits. Plein de problématiques que j'imagine, on connaît très bien en Afrique et peut-être en Algérie. Enfin, j'ai pas pratiqué, donc je sais pas trop. C'est pareil, puis, ça n'a pas changé. Là, c'était un centre de yoga, et avec une cafétéria, salle de massage. Il faisait de l'événementiel et tout, mais il y avait un très beau potentiel. C'est-à-dire, il y avait moyen de créer des micro-jardins, il y avait une très belle lumière avec laquelle on pouvait jouer, il y avait de la végétation, donc un arbre et tout, et des murs qui n'étaient pas droits, avec bien sûr plein de défauts et tout. Et là, c'est là où c'était intéressant. En fait, la solution que j'avais en tête, à ce moment-là, donc je cherche les artisans et tout, mais voilà, je venais d'atterrir et donc du coup, juste pour dire, je touche à la matière, donc des fois, si l'idée, il n'y a personne qui va le faire, je suis prête à la faire moi-même. Et j'ai fini par le faire moi-même. Donc, après, pour la ferme Coulimbary, quand j'ai atterri, je cherchais bien sûr les fermes, les éco-fermes et tout, pour voir un peu de quoi il en est en termes d'éco-farming, plutôt dans l'éducation et le tourisme. Et là, je tombe sur un couple passionné, des éducateurs hors normes, qui faisaient une ferme, mais voilà, donc ils avaient quelques notions, et j'ai collaboré avec eux pour voir juste qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice. Même si on vient dans un projet qui est en cours, mais en tous les cas, quand on commence à tâter le terrain, il y a du travail. Mais ce travail-là, comme je vous ai dit, il est autour d'une valeur que vous allez créer. C'est pas
Puis bon, après un an, j'avais quand même pu voir qu'il y avait une communauté pareille de gens qui, pour protéger une zone qui est à côté de la lagune, donc de réserve, ils ont acheté des terrains et construit, mais pour protéger les arbres, pour pas qu'elles soient coupées. Pour la plupart, c'est des Sénégalais, mais expats. Il y a aussi des expats sénégalais, donc des Européens ou des gens qui sont d'autres pays. Mais c'était un collectif, on ne pouvait pas aller voir le gouvernement, leur dire ben non, je crois que le projet il s'étale sur une dizaine d'hectares et c'est des maisons, donc comme un éco-village en fait. Et ce genre d'initiative, ça nous parle. Et puis là aujourd'hui, j'ai un projet qui est en cours parmi cette communauté-là. On est venu me chercher pour répondre pareil à des exigences et des valeurs qui sont communes entre moi et les clients. Et ça, c'est très important parce qu'une fois les valeurs sont claires en termes d'architecture, on va attirer des clients qui sont intéressés par ce que je fais. Et je ne vais pas attirer un client qui veut faire un centre commercial. Ou s'il est attiré pour faire un centre commercial, ça sera sûrement pas comme les centres commerciaux qu'on voit à Singapour ou ailleurs. Donc, il a déjà une vision du travail que je peux donner. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, moi, je suis claire sur quoi je peux apporter une solution mieux que quiconque, mais il y a des zones où je ne suis pas la meilleure. Donc, je vais aller compléter cette partie-là. En termes de collaboration, on parlait des jeunes. Si gagnent les maisons ou les grands projets ou des choses pour se faire publier, il y a du travail pour personne. Ça, il faut être honnête avec soi pour se dire, écoute, moi je suis bon ici, j'aime faire ça, donc je peux le faire toute ma vie et j'excelle dans ce domaine-là. Et puis le reste, je collabore ou bien j'améliore ou j'essaye de trouver des gens qui pourraient compléter mon savoir. Et là, j'arrive aux entreprises pour le savoir. Comme il n'y a pas d'école de savoir-faire et tout ici au Sénégal, donc il fallait faire une recherche de marché pour la construction et tout énorme. Parce que ici, si on fait de l'autoconstruction, ça veut dire moi je fais le plan et je le donne. Je sais que ça va être bâclé et donc du coup, on ne va pas revenir au résultat que je veux parce que c'est Wright qui dit Dieu est dans le détail. Et moi, le chantier, c'est un terrain que j'adore. J'aime toucher la matière. Oui. Voilà. Et j'aime faire le chantier. Donc, il y a la conception et puis après, la post-conception, c'est la réalisation. Et là, je me retrouve avec des gens... on a quand même un choix d'entreprise où on a vu la qualité, on a validé avec les clients. C'est les clients qui valident, c'est pas moi, parce que moi je leur dis les critères. Par exemple, la décennale, elle se pratique pas ici au Vietnam, mais il y a des constructeurs qui sont venus de France ou qui sont biculturels. Il y a la diaspora qui revient. Et qui ramène énormément de qualité en termes de savoir-faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on considère, voilà. Il y a beaucoup en termes de BTC et tout, des startups qui ont été soutenues par des organismes internationaux. J'en parle notamment de Doudou. Ici, il est très connu. Et il fait un suivi quand il vend le produit. Il y a un post-suivi. Et 5 ans et tout, il venir et revoir son... Doudou, c'est un architecte ou Doudou, monsieur Doudou? C'est un architecte et je pense qu'il a obtenu une subvention. J'ai oublié le nom et je crois qu'il avait fait Crater. Il est sénégalais. C'est un Sénégalais, oui. Pour produire sur place pour le site, on peut produire n'importe où. Et on a travaillé qu'avec du matériel mécanique qui ne dépense pas d'énergie. Pas besoin de gasoil, on a besoin d'eau. C'est tout. Et c'est ça l'avantage. Après, on a besoin, nous, de travailler en amont, faire la formulation, savoir quel type de matériel on a, les matériaux.
et puis faire le matériau le plus adéquat, on va dire. Ça c'est le test de la bouteille. Donc on peut le mettre dans une bouteille. En fait, donc l'idée c'est que donc tu vas mettre ta terre à hauteur, tu vas mettre 2 fois plus d'eau, tu secoues et tu laisses décompter. Donc ensuite là tu vois, là, tout ce qui est fin va être en haut et tout ce qui est plus gros, plus volumineux va être en bas. Donc on a une idée à peu près de la proportion d'argile par rapport au reste de la terre, environ. Donc il n'y a pas que de l'argile peut-être, mais on a à peu près une idée donc, de la proportion d'argile. Et donc ce scotch là aussi nous donne une idée sur est-ce que l'argile gonfle ou pas. Donc ça on le met au début quand on a mis la terre. Donc si on voit que le niveau n'a pas augmenté, ça veut dire que l'argile ne gonfle pas beaucoup. Donc qui correspond à la latérite là, donc qui correspond à une terre qui serait bonne pour faire la brique de terre comprimée. Mais si tu as une argile qui gonfle énormément, voilà, tu peux plus faire une brique de terre comprimée. Donc, tu fais quoi ? Tu vas faire une brique de terre moulée. Ok. Et en fait, l'intérêt, c'est pas non plus de se dire je travaille qu'avec les étrangers parce que le Sénégalais il sait pas faire. Pas du tout. C'est de dire il y a des entreprises qui forment les Sénégalais et elle a des exigences et on arrive à des résultats. Là, on a un chantier en cours, il va être livré en avril. J'ai rien à dire. Franchement, d'un standard, ils refont les choses, ils ont le souci du détail. L'équipe, elle est pour la plupart sénégalaise. On a un Marocain dans l'équipe et un Franco-Sénégalais qui est à la tête de l'entreprise. Et le gars, il est très exigeant, au même titre que moi. Donc, du coup, au niveau du design, il y a des choses, tout de suite, on va se comprendre. On perd pas beaucoup de temps. Madame, pour le concept, revenons au concept d'Ubuntu, c'est quoi? Ubuntu, c'est Swahili ou c'est quelle langue déjà, Ubuntu? Alors, le Ubuntu, si c'est Swahili, je sais pas, il y a Mandela qui a utilisé ce mot. Africa is the birthplace of Ubuntu. The ancient spirituality of humanity's oneness with our Creator, the other, and nature. Together with humanity's team, I dream of a new world and a new humanity. A humanity that expresses Ubuntu. Ubuntu, Ubuntu. Gabantu. I am because we are. We are all one. I encourage you to remember the magic of who you are. Live to your highest potential and see the potential in others. Mais dans toute l'Asie, on le retrouve. C'est le Ubuntu qui veut dire gathering. Together. Ensemble. On est ensemble. Pour ça, en fait, le Ubuntu, c'est là où tu vois, je parlais d'authenticité. L'Africain, s'il se dit qu'est-ce que je peux moi apporter au monde, ça serait le Ubuntu. Parce que c'est de là qu'il y a la souffrance. Par exemple, dans les pays nucléaires qui renforcent en fait la famille nucléaire et tous les besoins d'individuel, l'individualisation, la consommation et tout, on parle de la misère, de la solitude des individus. Et donc, du coup, le Ubuntu, c'est un design qui va favoriser, par exemple, je prends l'exemple d'une maison où là, on travaille dans le concept d'Ubuntu où les parents, ils disent, on veut que les enfants soient et jouent et travaillent qu'on se rencontre. Pas des maisons où l'autre il est dans sa chambre, l'autre il est isolé dans une autre pièce et on est tous isolés. D'ailleurs, c'est ça qui est vendu aujourd'hui en termes de concept, ou bien la cuisine ouverte. Ça, c'est un concept américain. Où j'ai une dame, elle est d'origine sénégalaise et elle me dit non, je veux pas que ma cuisine elle soit ouverte parce que dans la culture sénégalaise ou dans le Ubuntu, si tu vois mon manger, tu dois partager. Ah. Et si un peu, je montre ma richesse. Ah, oui. Donc, un Sénégalais ne mange jamais seul. Il a toujours le guessarantero et toujours, si tu passes, il te voit, tu l'as vu en train de manger, il faut qu'il t'invite. Il te connaît pas, c'est pas un problème. Il faut qu'il t'invite. Ça, c'est un principe. Donc, du coup, ils vont pas ouvrir la cuisine où il y a le manger qui se prépare à n'importe qui vient
c'est dans le sens le respect. Ça, c'est d'un autre ordre. C'est de l'ordre culturel, mais aussi, aujourd'hui, on le dit, c'est pas bon de voir la cuisine tout le temps parce qu'on pense qu'à manger, on est tout le temps en train d'ouvrir le frigo. Là, on remet en question un modèle qui marche pas, mais il faut le reconnaître. Alors que la cuisine ouverte, elle a été faite par une femme, donc c'est un concept un peu féministe, pour que la femme, quand elle cuisine, elle participe à la convivialité de la famille. Mais ça, c'est encore à revoir. Et comme on disait, c'est des concepts qu'on va améliorer selon la demande du client. Mais voilà, je le vois, l'impact culturel, selon les clients que j'ai eus, les clients du Vietnam et les clients du Sénégal, ben, ils ont des sensibilités différentes. Donc, on va... Voilà. Madame Atek-Saha, comme on dit en algérien. Alors, j'ai deux dernières questions. Madame, j'ai évoqué il y a quelques minutes dans notre discussion le manque de culture architecturale ici en Algérie. Parce que vous êtes algérienne, vous avez fait les pots. C'est-à-dire, les gens, je ne sais pas, maintenant avec l'Internet, les gens ne connaissent pas la vraie architecture. La vraie architecture que des gens, à la limite, ne connaissent que Hassan Fethi, puisque, je ne sais pas, comment j'égyptien, mais ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, il y a des gens, l'architecture, elle n'est pas seulement dans le français, elle n'est pas seulement Renzo Piano, elle n'est pas seulement ça, c'est la Markazia al-Gharbia, c'est la centralité occidentale, ou le centralisme occidental, je ne sais pas quel est le terme exact. Pardon? Le monopole. Oui, le monopole, voilà. C'est-à-dire, tout ce qui est. Hassan Fethi, il avait une très belle phrase en arabe, je vais la citer en arabe. قد يكون ما هو حديث قد يكون ما يعتبر حديثا هو ما يستحق أن يهدم. Peut-être que tout ce qui est moderne, c'est celui qui doit être détruit ou démoli. Voilà. C'est-à-dire, il y a les tentatives, l'architecture en Amérique du Sud, il y a plusieurs expériences, des gens talentueux qui sont très bien formés, au Brésil aussi, en Asie, peut-être en Vietnam. En Inde aussi, en Inde ils ont une très bonne expérience. Au Bangladesh, ils font de très belles mosquées. C'est-à-dire, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que à d'autres endroits aussi. Et j'aimerais bien que les gens, c'est-à-dire ouvrent leur perspective. Le problème, c'est que les gens qui enseignent l'architecture en Algérie n'ont pas cette culture. C'est dommage. Alors, je reviens maintenant, parce que la culture, elle est tout ce qui est enseigné, elle est tout ce qui se pratique. Supposons un architecte algérien, il va partir en Vietnam, ou bien il va partir au Sénégal. Est-ce que c'est facile pour lui, ou bien au Qatar, est-ce que c'est facile pour lui de travailler à son propre compte, comme ça? Ah non. Bon, il faut, c'est la réalité des choses, hein, voilà. Oui. Non, en fait, pour déposer des permis, des trucs administratifs, ça, c'est pas possible. Il faut toujours, en fait, collaborer ou s'associer avec un local. Un local. Ça, c'est... Et puis, je parle du Qatar. Ils ont quand même une législation, un suivi. Enfin, c'est très, très structuré. C'est pas, par exemple, moi, les autorisations et tout, j'en ai pas fait au Qatar. C'était... quand je suis arrivée, d'ailleurs c'est de l'ordre du landscaping, mais voilà, il y a un peu quelques critères à respecter qui sont déjà clairs, mais c'est les propriétaires et les gens qui doivent obtenir les autorisations et tout qui s'en occupent. Donc je travaillais pas, comment on dit, je faisais des projets qui étaient un peu spécifiques, mais si on rentre dans le bâtiment, au niveau de la législation et tout, là c'est en termes d'architecture, pas architecture d'intérieur. Architecture, tout ce qui est structure, matériaux, voilà. Ah oui, en termes de structure, fondation et tout. Donc, et même au Vietnam, il faut s'associer avec des locaux. Des locaux, oui. On peut vraiment réaliser des projets, déposer des permis, déposer... Moi, par exemple, les projets, enfin, je m'associais toujours avec un local si j'avais besoin d'obtention de permis de construire ou d'autorisation. Et même ici au Sénégal. Sinon, il faut intégrer l'ordre. Et bon, c'est pas une piste qui m'intéresse, dans le sens où, comme je vous ai dit, j'apporte ce que je sais faire. Je veux pas faire une concurrence au local.
mais je veux collaborer au niveau de ce que je sais vraiment faire. Après, il y a des projets où si vous êtes moins de 170 mètres carrés, vous pouvez les réaliser sans autorisation et tout, mais les grands projets, vous êtes obligé de vous associer. Obligé. Je m'associe avec un local. Je connais un architecte algérien. Je ne sais pas s'il préférait que je cite son nom, mais je ne veux pas citer son nom. C'est le seul architecte, bien, pour ne pas, comment dirais-je, peut-être qu'il y a des architectes algériens très talentueux que je n'ai pas encore rencontrés. Mais pour moi, jusqu'à présent, c'est l'architecte le plus talentueux que j'ai rencontré en Algérie. Il s'est formé à l'Usto d'Oran, et il est plus âgé que moi. Il a fait le Canada, il a fait... c'est un génie des matériaux. Il m'a dit que, c'est-à-dire dans les projets d'État, il y a toute une problématique. Il évite ça. Il travaille avec le privé, il arrive à faire des merveilles avec le privé. C'est-à-dire, on a toujours quelque part une part de créativité. Même en Algérie, cette problématique se pose. Puisque même l'ordre des architectes en Algérie, il pose des problèmes, des obstacles même pour les architectes algériens. Je le dis, c'est-à-dire, je suis algérien. Ah oui, c'est-à-dire, il n'y a pas... C'est délicat, c'est délicat. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, avant cette vidéo, c'est que je suis en train de mener ce débat parfois individuellement, et j'en prends la responsabilité, c'est-à-dire pour les jeunes gens qui aimeraient bien avoir une carrière internationale, bien partir. Il y a des règles, il y a des pistes à suivre. Ne vous laissez pas tromper juste par des dires, parce que tout le monde sur l'Internet, il peut dire ce qu'il veut. Mais il y a toujours une piste, il y a une loi, il y a une logique. Parfois, il y a des méthodes. Par exemple, ce que je propose aux gens, s'ils veulent que leurs enfants fassent de l'architecture, il faut qu'ils fassent des études après le bac. Il ne faut pas attendre un master ou bien. Si on fait des études, par exemple, aux États-Unis, là-bas, c'est-à-dire déjà la piste, elle est claire déjà. Tu as été formé, on a été formé par eux. Voilà. Et l'architecture, c'est beaucoup de travail. Ah oui, beaucoup de travail. C'est énormément, parce que c'est le métier qui prend... moi, je suis sur du 12 heures par jour, et je suis une maman, j'ai une famille, et des fois, ils le savent que je vais être dans mon studio enfermée parce qu'il y a un rendu et ça, on étudie jusqu'à la fin. Enfin, je sais pas si c'est le cas de tous, mais moi, par exemple, en termes d'équipe, je sous-traite très peu, voire je sous-traite quand j'ai tout fini. Vous êtes comme moi. Je dois tout gérer. Exact. Donc, Madame, voilà. J'ai 3 questions que je vais commencer. Ça va être une tradition. Quel est le logiciel après bien sûr vous dessinez à la main et tout, logiciel que vous aimez le plus, que vous préférez le plus? Comme maintenant en fait je dessine et tout à la main et je donne à faire, enfin j'imagine SketchUp, mais je dessine plus, je reste pas derrière l'ordinateur. Ça c'est une décision prise. Après quand je travaillais avec j'avais des salariés, donc où on travaillait ensemble. Et pareil, il faut que je les emmène au chantier, il faut qu'ils comprennent le détail, le concept. Les 3D, je les utilise plus. Mes clients, ils le savent, je ne fais pas de 3D. Et j'aime bien en fait le vécu. Il faut toujours dessiner. Je dessine toujours. Puisque ce que j'ai remarqué, c'est quand on dessine à la main, on peut dominer plusieurs parties du projet à la fois. Mais quand on conçoit par ordinateur, avec le zoom et tout, on oublie plusieurs parties. On ne peut pas tout dominer, on ne peut pas tout maîtriser plutôt. On ne peut pas. C'est impossible. Exact. Comme je l'ai dit, c'est c'est tellement mindful. Moi, je sais que quand je dessine à la main, et puis après, je fais les perspectives, les dessins dans le détail, j'arrive carrément à percevoir des fois même les goûts ou bien les lumières, parce que c'est des choses. Mais dès que je le vois, déjà je déteste l'esthétique du rendu 3D.
3D, même s'il est réaliste, même enfin les meilleurs. Et je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Oui. On perd beaucoup de temps parce que il y a beaucoup de mensonges. Et puis le client, il va voir un résultat, puis le rendu va être déçu. Alors que moi, je fais des dessins techniques. Par exemple, le projet du Vietnam, techniquement, c'était un casse-tête. D'ailleurs, on a travaillé avec un menuisier ébéniste. Spécial, un casse-tête. Donc on a fait des échantillons, mais on arrivait à s'entendre, pas parce que je lui ai donné une 3D parfaite, mais parce que je connaissais les mesures, les détails, que avec les profils, il arrivait à produire l'échantillon et puis on arrivait à valider. Et en fait, d'ailleurs, Tatiana Bilbao, elle ne fait pas, elle fait des collages. Elle fait pas des 3D. Elle fait des espèces de collages. Et il y a plein d'architectes aujourd'hui, en tout cas, qui prennent la décision de ne pas faire de 3D. Oui, ça tue l'architecture. Et c'est un temps énorme. Moi, je sais que, bon, des fois, si le client le demande, mais par exemple, quand j'ai fait le jardin pédagogique, c'était un travail qui était sur terrain. Et donc, on avait les dessins, les mesures et tout. Je travaillais avec des fermiers qui étaient très talentueux dans le travail du bambou. Et on faisait les dessins et tout. Et on montait tout sur terrain. J'avais ni fait des 3D, ni rien. Mais par contre, on arrivait à s'entendre au niveau des proportions, des techniques des nœuds et tout ce qui suit. Donc, sur ça, il faut faire des essais. Donc, je suis très expérimentale aussi. Ça, je l'assume. Je suis une architecte qui expérimente. Je n'ai pas la science infuse. Des fois, il y a une idée dans ma tête. J'ai pas autour de moi. Je suis obligée de faire un test. Et puis, une fois on valide, allez, bingo. On va et on crée le grand modèle. En fait, madame, parlons de détails. Quel est le matériau de construction que vous aimez le plus et que vous adorez travailler avec? La terre. La terre, ouais, j'ai deviné ça. La terre. J'adore le bambou, hein. J'adore le tressage de bambou et tout. J'en ai même beaucoup fait avec la communauté vietnamienne. Mais c'est très compliqué. Mais la terre, on n'arrivait pas à me sortir du chantier. Quand on a fait au Vietnam, on a fait le torchis. Ah, la recette, là tu retrouves tous les talents de cuisine. J'étais à fond, j'arrivais pas à lâcher. Même si je suis allergique, donc j'ai des allergies, mais j'adore ce matériau. Je comprends. Je sais pas, il me parle. Alors, dernière question. Quel est l'architecte que vous aimez le plus, son architecture, quoi? Citez-moi 3 noms, par ordre de mérite. Ça, c'est les questions pièges. Non, en général, c'est pas. Oui, alors moi, j'ai dit, j'aime bien la Tatiana Bilbao parce que je me retrouve dans sa démarche, dans ce qu'elle fait. Il y a l'allemande, mais je trouve qu'elle tourne trop en rond là. Comment elle s'appelle? Elle a eu un prix avec l'école qu'elle a créée au Bangladesh. D'ailleurs, elle fait du bambou, de l'architecture de la terre. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Je vais la chercher, Bangladesh. Je ne suis pas très fort dans les noms, mais je pourrais vous le donner. Vous le mettez dans la vidéo. D'ailleurs, elle a écrit un livre, Design for Love. Et c'est une passionnée d'architecture de terre. D'ailleurs, elle explore ce matériau-là à plusieurs niveaux.
Donc, elle explore même en solution intérieure. Et après, bon, j'ai bien aimé Simon Vallès. Simon Vallès. Parce que dans son côté humble et dans son côté... en fait, lui, j'ai aimé sa manière de travailler dans le sens, il travaille avec des couleurs et un papier cadré et il va te donner le nombre de bambous. Il est très dans la technique, mais en même temps dans l'esthétique. Bon, il est quand même assez âgé, j'imagine, avec l'expérience et tout. Mais aussi, il a un côté très vrai. My name is Simon Vélez. I am from Colombia. I am an architect. My father was an architect. But a country like Colombia, we really hate bamboo. It means poor people material, only very poor people uses bamboo. And the people who hate it the most are the poor people. Once they have some money, they start building concrete structures. Also, architects hate bamboo, engineers, the academic work in general, they really hate bamboo. It is considered a very poor people material. But I don't care. I grew up with bamboo forest around, and I have not that stigma. And I was telling before, I was forced by a client to discover how to work with bamboo, and then I realized it once I discovered how to do proper joinery, that bamboo is much more stronger than wood. And there are some engineers who say that bamboo is even more strong than concrete. I'm happy just saying, not concrete, steel. I'm happy saying bamboo is as strong as steel. But bamboo fibers can be even stronger than steel fibers from the best quality. Ce que par exemple, Jean Nouvel, je suis pas sensible Ni moi aussi. Je n'aime pas son architecture. Même si il y a du respect, enfin, on va dire, bon. Mais c'est les objets singuliers ne m'intéressent pas, c'est tout. C'est les architectes égocentriques et tout, c'est pas... Vous savez qu'il y a un truc avec lequel on va clôturer cette vidéo, c'est que ce qui me fait mal au cœur, c'est que on parle trop dernièrement, j'entends parler des gens, ils parlent de l'architecture algérienne et alors qu'ils font du soi-disant moderne sur écran. Seulement, en écran, c'est de n'importe quoi. N'importe quoi dans le sens, dans la réalisation, tout. Il n'y a aucune relation avec ce qu'on voit sur l'écran. Et je sais que c'est difficile, peut-être que moi, quand je vais réaliser d'autres projets, j'ai réalisé un projet avant de partir au Japon, mais c'est-à-dire parfois on ne peut pas faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi le côté de la pratique. Ils ont eu plus de 20 ans de travail, mais ils n'ont pas évolué. Et en contrepartie, les Algériens, on n'a pas réussi à trouver une expression de l'architecture algérienne, alors qu'un architecte français, auquel je dois beaucoup de respect, Fernand Pouillon, il avait compris c'est quoi l'Algérie, il avait compris c'est quoi l'architecture algérienne, et il est français, il avait compris l'Algérie mieux que les Algériens, et ça me fait mal au cœur. Non, je le respecte. Pourquoi nous, les architectes algériens, en général... Bon, mis à part M. Abdelhamid Selarabi, que je respecte beaucoup, c'est-à-dire, je pense qu'on traîne encore et ça fait mal au cœur. Voilà. Et comment il s'appelle l'architecte qui a aimé les Mzab? C'était un disciple de Hassan Fathi aussi. C'est un Égyptien. Non, c'est un Français. Ravero? André Ravero? Non. André Ravero. Moi, j'ai ici son livre, voilà. D'ailleurs, il n'est pas en vente. Hein. Moi, j'ai essayé de le retrouver. On m'a dit que l'édition, il y a une nouvelle édition qui est. Moi, je me régale. Je me régale à voir. Le son du Mzab, voilà. J'y crois toujours. C'est ça. Exact. Et vous savez quoi? Cet architecte-là, il m'a beaucoup inspiré pendant mes études. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, la même chose quand on dit le mimétisme.
de la nature. Ouais. Si tu fais copier-coller, c'est pas ça le mimétisme. Le mimétisme, c'est je comprends un principe On et assimile. puis je le reproduis. Ouais. Et c'est là où, exact, là, tu as digéré l'idée. Ouais. Parce que sinon, si je prends une feuille et puis je fais cette... et d'ailleurs, il en parle, professeur Abdullah El-Wakil. Il te dit, tu copies le principe, tu copies pas la forme. La forme, c'est la chose la plus ridicule à copier dans une œuvre. Par exemple, dernièrement, j'ai critiqué un architecte, je ne vais pas citer son nom. Il y avait un concours, il n'a pas réussi son concours. Hein. Il a fait une présentation, il avait critiqué le lauréat. Le problème du lauréat, c'est une architecture mauresque. C'est une architecture ordinaire à l'algérienne. Pour moi, avec la main-d'œuvre algérienne, c'est faisable de faire du mauresque avec moins de risques. Il y aura toujours des dégâts de construction, comme d'habitude en Algérie, les toilettes qui... problème, dégradation des bâtiments, la qualité des matériaux et tout. Mais son projet-là, il parlait, donc il avait critiqué, alors qu'il avait copié dans son projet des escaliers qu'on trouve un peu partout sur l'Internet, truc d'accessibilité, il avait copié le tas de toiture jardin, c'est-à-dire il critique alors qu'il copie l'occidental sans comprendre pourquoi on fait une toiture jardin. Toi, jardin, pourquoi on fait des escaliers comme ça? Pourquoi on fait ça? Il y a toujours le comment et le pourquoi. Et au Japon, ils sont forts en ça. On ne fait pas du n'importe quoi. On fait ça parce qu'il y a ça. Mais, parce que j'ai étudié des modules, là-bas, sur l'architecture traditionnelle, il n'y a pas de fortuit, il n'existe pas. On fait ça parce que il y a un développement historique. Il y a toujours une raison. There is always a reason. Anyway. Parce que ça valorise la ressource. Oui, et oui. aussi, par exemple, quand on te donne la dimension du tatami, on te dit, voilà, tout se fait autour de ce module. D'ailleurs, je trouve une intelligence extraordinaire. Ils le font avec tout, avec le papier, ils ont ce nombre d'or pour assurer que personne ne va se tromper. Nous, il n'y a pas de repère. C'est l'instinct. Et M. Abdelhamid Salarbi, il m'a dit une petite remarque. Il m'a dit qu'il n'aimait pas le béton. Parce que le béton, il n'a pas de dimension. C'est l'Arabie qui m'exprime, c'est-à-dire on fait 3 mètres 25, voilà. Alors qu'avant, il y a combien de briques fait le mur? Il y a 30 briques, c'est sur le matériau qui définit les dimensions de l'espace. Voilà, le tatami définit les dimensions d'espace. Maintenant, les jeunes gens, la portée, 3 mètres, on commence à casser les briques, déjà, le mur, j'ai un grand problème de fissure à cause on ne comprend pas la brique. Il faut comprendre la brique pour construire avec. Et même le béton ne le maîtrise pas. Voilà, même le béton ne le maîtrise pas ici. Eh oui. Mais après, quand on ne maîtrise pas, il n'y a pas de savoir-faire et tout. Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, en Algérie, les Chinois, les Turcs et je ne sais pas qui construisent. Ils maîtrisent mieux. Ils maîtrisent mieux ce qu'ils font. Voilà. Donc, et puis, on les ramène, on n'apprend pas. C'est dommage. Enfin, on a une jeunesse, on ramène un Chinois, ils sont incroyables dans leur manière de travailler. Ils te font de tout, du bas de gamme et de l'excellence. Donc, ils commencent à devenir algériens ici. Ils commencent à devenir algériens ici. Ils font du n'importe quoi aussi. Alors, madame. Ah oui, ça donne. Madame, j'ai pris beaucoup de votre temps. C'était un honneur et un plaisir. Et à la prochaine vidéo, d'ici quelques semaines, une semaine, concernant tout ce qui est philosophie de l'architecture, on va s'approfondir dans ce sujet. Inch'Allah. En tout cas, merci. Avec plaisir. Votre expérience avec M. Abdullah El-Wakil, elle n'est pas à négliger. Elle est importante. On va se concentrer sur ça. Ok, madame. Oh là là, ça c'est... J'espère humblement, je pourrais transmettre un peu ce qu'il nous a un peu transmis. Enfin, problème, même en Égypte, vous avez les pays musulmans, même pays arabes, on a tous ce problème de complexe d'infériorité envers l'étranger. Abdullah El-Wakil, c'est une sommité égyptienne, mais je pense qu'il mérite mieux en Égypte, qu'il mérite mieux. Voilà, dommage.
Ouais. يعطيك الصحة مدام. صحة فطوركم. Merci. Je sais que c'est pas facile. Et franchement, merci. يعطيك الصحة مدام. صحة فطوركم. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.